messieurs, bonsoir et bienvenue chez 237 Story. C'est un autre numéro qui démarre aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été ensemble. Votre émission parle bien évidemment de l'actualité sociale, politique, économique, culturelle au Cameroun et en Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler de sujets croustillants, des sujets qui ont marqué l'actualité ces derniers temps. En culture, nous allons commencer en culture avec le Grand Prix Francophilie 2023, l'événement qui a été au sommet de l'actualité culturelle africaine ces derniers temps. On a sur ce panel un des finalistes de ce Grand Prix de la Francophilie des médias. À l'étranger, nous allons parler de politique. Il s'agit du putsch qui a eu lieu au Niger. Nous allons nous poser la question de savoir pourquoi est-ce que la France a perdu l'Afrique. Pourquoi est-ce que la France perd l'Afrique? Et en sport, nous parlerons de Ngannou et de Fury. On va parler de ce combat qui se prépare pour le 28 octobre. Et pour cela, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée de AC et de CWK. Bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien. Bonsoir à toi NBD, bonsoir à AC, bonsoir à toute la dynamique équipe autour du projet 237 Story. C'est un plaisir pour moi d'être des vôtres ce soir. J'espère aussi que vous allez très bien. On est prêt pour enclencher la bagarre intellectuelle. Et là, vous avez CWK qui est votre nouveau panéliste. J'espère que sa voix vous plaît bien. J'espère que vous allez le suivre. J'espère que vous allez liker, partager cette émission. En fait, il y a aussi une autre petite surprise, les gars. Je vous présente la première panéliste. Elle est une fille. Elle s'appelle dans ce podcast AC. Je l'appelle AC. AC, bonsoir. Bonsoir les teams. Bonsoir 237 Story. Heureuse d'être parmi vous ce soir pour échanger sur des actualités brûlantes dans le monde. Ok. C'est vrai que 237 Story n'a pas encore pensé à aller au-delà des frontières de l'Afrique. Dernièrement, on était juste cloîtrés sur l'actualité camerounaise. Maintenant, avec ce qui s'est passé au Niger, on essaye un peu d'aller au-delà des frontières. Alors, nous allons commencer avec la culture. C'est vrai, on met souvent la culture en retrait, mais ici, chez 237 Story, on met en avant la culture, on ne néglige pas la culture, n'est pas un retrait ici, parce qu'on a toujours l'habitude de commencer d'abord par l'actualité politique, et après la politique, on passe souvent des sujets de société et tout. La culture vient souvent en dernière position. Mais ici, ce soir, on va hisser la culture au sommet avec le Grand Prix Francophilie des médias. Je vais dérouler le tapis rouge à cet effet à CWK pour qu'il nous explique, pour qu'il nous dise, pour qu'il nous raconte un peu cet événement qu'il a vécu. Parce que là, on se réjouit du fait qu'on est sur ce panel un finaliste de ce Grand Prix. CWK, qu'est-ce que tu peux nous dire au sujet de cet événement culturel africain? Alors, merci déjà pour cette très belle question que tu me poses comme ça, NBD. Le Grand Prix Francophilie des médias, il faut le dire encore, j'ai eu la chance d'être parmi la trentaine de candidats, la trentaine de finalistes, il faut le préciser, trentaine de finalistes qui a été retenu récemment, et c'était un événement ou plutôt une expérience humaine vraiment de très grande qualité. Ce n'est pas évident de voir des journalistes culturels qui sont mis en avant, et comme tu l'as dit dans ton propos introductif, la plupart du temps, on a l'impression que les journalistes sont toujours mis de côté, surtout les journalistes culturels, pour la simple raison que dans les rédactions, là, je prends vraiment les mots de l'organisatrice qui était celle-même-là qui était au four et au moulin, G. Laurentina Siga, qui a mis sur pied le Grand Prix Francophilie des médias, qui en était à sa 4e édition, avec la finale qui a eu lieu le mois dernier, en fin du mois. Alors, elle dit toujours, dans tous les médias, dans toutes les rédactions, dès qu'il y a peut-être des tensions financières, le premier journaliste qui sera indexé ou qui sera mis à la porte, c'est généralement le desk culture. Oui.
On a cette impression-là que la culture est le parent pauvre de tout ce qui concerne l'information. Pourtant, ce n'est pas le cas. On aimerait aussi, justement, nous autres, journalistes culturels ou bien des férus de culture, voir un journal commencer par un fait culturel, pas seulement parce que peut-être une grande star est morte, mais aussi parce que c'est une actualité qui est super intéressante. Ce n'est pas parce que c'est le festival de Cannes, ce n'est pas parce que c'est le Ngondo, ce n'est pas parce que c'est le festival Keka ou bien un tout autre festival qu'on va commencer par là, mais parce que c'est vraiment une information importante. Alors, pour en revenir au Grand Prix francophilie des médias, c'était une expérience humaine, comme je l'ai dit, et un peu plus de 200 candidats et être retenu parmi une trentaine comme finaliste, c'est déjà un exploit, c'est-à-dire tous ceux qui participaient en tant que finalistes étaient déjà des gagnants. Et je vais dire simplement que pour mon expérience personnelle, j'ai rencontré des personnes formidables, rencontré des confrères qui viennent du Gabon, des confrères qui viennent du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de la Tunisie et bien d'autres pays encore. C'est montrer à quel point pour cette édition où on s'est ouvert un peu au monde, on s'est ouvert un peu à l'Afrique culturelle, c'était dur, pour le dire. Je ne suis pas rentré lauréat, mais je veux dire, moi, j'ai gagné beaucoup, déjà de l'estime, mais aussi et surtout, c'est très important, des contacts et de la qualité dans ce qui va venir après. Parce que juste après cette expérience-là, il y a beaucoup de gens qui me contactent et qui disent, ah, mais comment c'était? Comment est-ce que tu penses de tel autre projet? Et c'est grâce à cet événement. Mais il faut dire quelque part merci aux organisateurs pour cette mise en avant du journalisme culturel. Merci beaucoup pour ton intervention. Je pense que au travers de ce que tu dis, si quelques journalistes nous écoutent ou bien des personnes passionnées par le métier de journalisme culturel, peut-être à la prochaine édition, ils pourront aussi envoyer leurs projets, essayer de voir aussi s'ils peuvent concourir et être à la hauteur de l'événement. Alors, est-ce que tu as entendu parler de ce Grand Prix de la francophilie des médias? Qu'est-ce que ça te dit déjà? Effectivement, j'ai entendu parler du prix francophonie des médias. Et francophilie des médias, oui. Déjà, j'apprécie vraiment l'initiative parce que, comme beaucoup pouvaient le souligner, je dois quand même dire que j'étais à la finale du concours. Comme au cette cérémonie, on pouvait le signifier, le journalisme culturel est un peu comme ce journalisme-là qui est un peu délaissé à lui-même. C'est souvent parfois la page culturelle est d'habitude celle qui clôture le journal, quand il y a même une page culturelle. Parce qu'il faudrait le dire, il y a certains journaux qui n'ont pas de page culturelle. Et pourtant, la culture est le socle de notre identité. La culture est celle-là qui nous définit. On a souvent l'habitude de dire qu'on ne sait là où on va que si on sait d'où on vient. Et là où on vient part de la culture. Donc, vraiment, c'est une initiative à encourager. Et même à un certain moment, faire un plaidoyer auprès des pouvoirs publics au Cameroun et en Afrique aussi, parce que ce n'est pas rien qu'un problème lié au Cameroun, mais également en Afrique, que les médias devraient faire peut-être un plaidoyer afin de demander à ce que la culture ait un peu plus de visibilité en dehors des buzz, par exemple, qui n'ont pas trop d'utilité. Je dis ça, je dis rien, un peu comme Aïcha Tremblay. Mais est-ce que c'est pas déjà du fait que nous, Camerounais, soyons déjà assez acculturés, c'est-à-dire on a tourné nos habitudes parce que je me souviens quand j'étais au lycée, on nous disait souvent que la culture est un tout complexe qui comprend les habitudes, les connaissances, les sciences, les arts et toute forme de comportement acquise par l'homme en tant que membre de la société. Est-ce que parce que le noir, c'est européo-centralisé? Est-ce que c'est parce que le noir, c'est acculturé? Il regarde un peu à l'extérieur que nous autres, dans nos habitudes, on oublie notre culture et les médias aussi, en emboîtant le pas, mettent aussi la page culturelle en queue de liste. Est-ce que c'est pas pour cela que la culture est un peu négligée? Je m'adresse comme ça à vous. Hein, la réponse, c'est à qui veut prendre la parole. J'ai l'honneur d'abord. D'accord. Ce que je crois, c'est que quand on parle de culture, on ne parle pas simplement d'une entité,
La culture, c'est toi, la culture, c'est moi, la culture, c'est nous tous. Et se dire qu'on a été peut-être acculturé, non, je ne pense pas. Je ne sais pas ce qui est pour vous, mais nous sommes, moi particulièrement, je fais partie de cette génération qui a grandi en contact avec les aspects culturels. Je parle ainsi de la langue, des coutumes. C'est vrai qu'avec, on va dire, l'ouverture au monde, en Afrique, par exemple, on a perdu certaines cultures qui se disaient peut-être barbares, comme par exemple certains rites de veuvage. Je dis ça, je dis rien. Je ne pense pas que c'est réellement ça le problème. Notre problème, ce n'est pas vraiment l'ouverture, mais le problème, c'est ce qu'on pense de nous-mêmes. Aujourd'hui, on parle de la civilisation européenne. Quand on dit civilisation, on entend quelque chose de plus bien, plus beau. Voilà un peu ce que ça veut dire. Plus grand. Plus grand. Par contre, quand on parle de l'Afrique, ce n'est pas avec le mot civilisation, mais c'est population, les mots péjoratifs. Par exemple, le dialecte, on appelle ça patois. Patois qui est un mot très péjoratif. Moi, je crois que le problème, c'est parce que nous-mêmes, on n'a pas conscience que pour vraiment avancer, pour vraiment promouvoir l'Afrique, le Cameroun que nous voulons, il faut d'abord une affirmation de nous-mêmes. Parce que beaucoup, là, on part à l'église, mais combien de personnes abandonnent réellement les cultes de crâne? Est-ce que ça veut dire que nous sommes acculturés? Non, je ne pense pas. Ça veut dire qu'on a notre culture, mais c'est juste peut-être qu'on n'a pas assez confiance en notre culture. Je dis ça comme ça, là, où on n'a pas conscience de la valeur, de la force que nous avons, de ce que ça représente. Parce que d'un point de vue géopolitique, la culture, c'est vraiment cet aspect-là qui peut faire rayonner un pays sur le plan international. Moi, je pense que le problème, c'est qu'on ne comprend pas assez ce que c'est que la culture et ce qu'elle représente pour nous dans le monde. Parce qu'il faudrait le dire, l'Afrique est l'un des pays qui a le plus grand patrimoine culturel dans le monde. Et je me dis, si on prend conscience de cela, on peut vraiment renverser beaucoup de paradigmes et même faire converger des autres pays dans nos idéaux. Donc, voilà. Oui. OK. La question était celle de savoir, CWK, c'était celle de savoir si le fait que nous regardions à l'extérieur, du fait d'être dominés par la culture occidentale, on ne perd pas nos propres valeurs culturelles. Pour moi, je pense que la question est tout ailleurs. C'est plutôt la mauvaise mise en avant de toutes ces différentes valeurs. Assez vient de le dire assez clairement. Oui. Il y a ce besoin pour l'Africain d'être en même temps attaché à ses propres cultures, à ses propres valeurs. Et en même temps, malheureusement, il faut le dire cette fois-ci, en même temps, ce côté extérieur qui est venu envahir et on a un peu l'obligation de faire avec. C'est-à-dire quoi? En même temps, par exemple, elle a cité l'exemple de l'Africain il part à l'église, mais il n'abandonne pas le culte des crânes. C'est un aspect comme autant d'autres qu'on peut citer. Alors, juste pour passer et pour revenir à la question qui est beaucoup plus simple, je pense que la culture, dans toute l'histoire du monde entier, la culture fait partie de ce qu'on appelle en théorie des relations internationales le soft power. Si vous voulez faire entrer quelque chose dans le cerveau de quelqu'un de manière la plus simple possible, vous le ferez par la culture, par votre culture. Vous allez voir des enfants qui regardent des films chinois, du moins à notre époque, quand on regardait des films chinois, l'une des choses qu'on voulait faire quand on rentrait du cinéma, c'était imiter ce qu'on a vu. De la même manière, les Américains ont réussi à vendre au monde entier que quand, par exemple, Rambo, pour citer l'un de leurs films les plus célèbres, quand il va aller en guerre contre le Vietnam, lui, il n'a pas besoin d'être avec toute une armée, il est seul, il va battre tous les soldats d'un pays. Il faut bien voir ce que ça veut dire, l'Amérique toujours puissante. On va voir, par exemple, avec les films hindous, on va voir avec les novellas qui sont entrées dans nos foyers récemment encore. Et c'est une sorte de colonisation par la culture. C'est pour dire à quel point le facteur culture est très important pour faire asseoir un peuple, pour faire à ce que l'information que l'on veut passer. Si, par exemple, vous avez vu, il y a certaines couleurs, par exemple, que l'on va faire passer, vous savez déjà que si je vois tel type de couleur, ça renvoie à tel type de personne. Vous avez vu, bien, on n'a pas eu besoin de mettre cela dans la tête de quelqu'un. Maintenant, pour revenir dans le secteur plus restreint des médias, malheureusement, c'est aussi les médias font partie de la société et faire partie de cette société-là, ça a permis que les médias copient le mauvais côté. La plupart des médias. Il y a des médias, vous verrez, généralement,
c'est très simple, c'est politique pour ouvrir un journal. Après la politique, on va aller à l'économie. Après l'économie, on va voir s'il y a 2, 3 pages. Après, on va mettre que la dernière page, vraiment, ça se discute entre le sport et la culture, mais généralement, c'est la culture qui est le parent pauvre. On va finir toujours par la culture. Il y a un mot de culture, un peu comme pour dire la culture, vraiment, ça n'intéresse pas, mais c'est faux. Ce n'est pas que ça n'intéresse pas. C'est juste que je me dis, ça ne génère pas de l'argent comme les autres. Et on met un peu cela de côté quand on parle des questions relatives aux médias. Malheureusement, ce que les gens ignorent aussi, c'est que la culture génère beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent même, mais c'est la manière avec laquelle elle est exploitée maintenant et la manière avec laquelle elle est repartie pour tout le monde. Ce n'est pas forcément celui qui a mis son œuvre d'art sur le marché qui va être le premier à bénéficier de cette œuvre-là, mais c'est souvent son pays. Alors, les médias devraient et gagneraient à mettre peut-être en avant, pas seulement les journalistes, mais tout ce qui est comme, tout ce qui concerne la culture d'abord. Mettre en avant la culture, c'est permettre, par exemple, qu'il y ait plus d'émissions relatives à la culture, des émissions qui parlent du livre. On a tendance à dire que les Africains ne lisent pas trop, mais est-ce qu'il y a assez d'émissions qui mettent peut-être en avant les livres qui ont été écrits par les Africains? Je doute fort pour avoir présenté des émissions de littérature. Il n'y en avait pas assez sur le marché. C'est pour dire que si on vend le fait culturel dans les médias, puisque c'est ce qu'on consomme le plus, les médias, si on vend le fait culturel dans les médias, ce sera facile par la suite de voir des Africains qui s'intègrent aussi dans leur culture, qui se reconnaissent dans ce qui leur est proposé. Donc, pour accepter simplement d'être dans le fait culturel, il faut d'abord accepter que les médias nous proposent encore plus. D'accord. OK. Il faut accepter ce que les médias nous proposent. Nous proposons aux médias de faire des enquêtes. Nous proposons aux médias de véhiculer les langues nationales. Quand je parle de langue nationale, je parle du Bouddha, je parle du Douala, je parle du Bakossi, je parle de, je sais pas, des langues nationales camerounaises. N'oublie pas le Bassa. Le Bassa, j'oublie même que le Bassa existe. Le truc, c'est que, bon, on voudrait assister à des médias qui promeuvent vraiment nos habitudes, qui promeuvent vraiment nos habitudes, nos cultures et notre héritage culturel. Donc, parler de coiffure, par exemple, de coiffure retour aux sources, hein, des cheveux crépus, parler peut-être de cette peau noire-là que les femmes, que les femmes refusent actuellement parce que tout le monde accourt vers la peau claire, les avantages peut-être d'une peau noire, les avantages des cheveux crépus, la beauté qu'il y a tout autour de toutes ces merveilles de la nature, la beauté culinaire, hein, le Cameroun, plus de 260 tribus, tu peux imaginer les mecs locaux qu'on peut confectionner ici. Donc, c'est un peu ce que les médias peuvent véhiculer, les langues aussi, parce que c'est à travers cela qu'on peut dominer, c'est à travers cela qu'on peut s'affirmer. Le Ndop a pu s'affirmer dans toute l'Afrique et même dans le monde. Par exemple, depuis quelques années, c'est tout le monde qui veut porter le Ndop. Je ne comprends pas. Par ce tissu-là, on n'a plus besoin de porter le vert au jaune parce que le Ndop vraiment s'est imposé sur la scène internationale. Tu portes le Ndop, on sait que tu portes un truc camerounais, c'est un vêtement camerounais, un vêtement des nobles d'une catégorie sociale camerounaise. Alors, les médias ont du pain sur la planche. Je retiens qu'au travers de ce grand prix francophonie des médias, les journalistes culturels ont du pain sur la planche. C'est pas seulement célébrer les médias au travers de ce grand prix, mais c'est de travailler pour que la culture soit hissée dans le cœur et dans l'âme de tous les Africains et même dans les médias. Je félicite l'équipe de 236 Story félicite beaucoup l'initiative de Laurentine Assiga, la présidente fondatrice qui a eu l'initiative de créer cette
je sais pas, ce concept-là qui met les journalistes culturels au devant de la scène, eux qui étaient toujours les derniers au travers de ce Grand Prix. Ils ont été sur les feux des projecteurs, ils ont dansé, ils ont célébré ce qu'ils étaient et puis ils ont mis la culture africaine, je vais dire en haut, hein, parce que j'ai vu des articles, j'ai pu lire des petits articles comme ça sur Internet. Avec ta permission NBD, juste si tu le permets en tout cas, juste compléter en disant que le Grand Prix Francophilie des médias a été organisé par le réseau des journalistes culturels du Cameroun. Et c'est quand même un réseau qui est assez étendu et qui a ses tentacules dans presque toutes les villes du Cameroun désormais, qui rassemble tous les journalistes culturels. Et la particularité de cette année, je tiens à le préciser, je ne suis pas mandaté par ce réseau-là, mais c'est tellement important de dire, de saluer le travail qui est abattu et dire qu'ils ont été accompagnés quand même par le Canada. L'année dernière, ils étaient accompagnés par la France. Et cette année, pour ceux qui étaient gagnants, c'est quand même une belle prime de 5 000 euros. Oui. C'est-à-dire 5 000 euros. C'est Pélagie Gimbous qui a gagné le Grand Prix cette année, 5 000 euros, pas mal d'autres prix. Est-ce qu'on peut applaudir pour la gagne? C'est une dame en plus. Et elle est de la presse écrite, une freelance en plus, qui a remporté le Grand Prix. Je suis très content pour elle en tout cas. Et saluer ce genre d'initiative en espérant que ce ne sera pas une initiative qui va rester le simple fait de G. Laurentina Siga, mais qu'elle aura l'accompagnement de beaucoup d'autres institutions afin que les journalistes culturels soient mis en avant. Voilà, c'est fini. Merci pour cette première phase. Vraiment, on a tout dit ou presque sur le Grand Prix Francophilie des médias 2023, la 4e édition qui s'est très bien déroulée. C'était le 30 juillet au Palais de Congrès de Yaoundé. Et là, on va parler de politique à l'étranger. Il s'agit de cette actualité qui fait un tollé international, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive dans les taxis, RFI, partout, CRTV, toutes les chaînes locales et internationales qui ne peuvent se passer de cet événement, ce putsch qui a eu lieu au Niger. C'était un mercredi, je pense qu'il y a ces 2 mercredis aujourd'hui ou un mercredi, je ne sais pas trop. On se pose bien la question de savoir pourquoi la France, quelles sont les raisons qui alimentent l'échec de la France en Afrique. C'est CWK. Alors, pour cette question précise relative au coup d'État, et je ne dirais pas et je n'irai pas directement aussi vite que toi en disant que c'est un échec de la France en Afrique, mais je vais dire plutôt c'est une remise en question des Africains de la présence de l'ancien colon français. C'est une remise en question pour la simple raison que dans plusieurs pays, c'est une observation que j'ai commencé à faire très vite quand j'ai reçu le sujet. Dans plusieurs pays, donc, la plupart du temps, que ce soit les pays qui ont été colonisés par le Portugal, qui ont été colonisés par l'Espagne, des pays qui ont été colonisés par l'Angleterre, par l'Allemagne, on a cette impression-là que l'ancienne patrie a un peu laissé, la mainmise n'est plus assez forte. L'Angleterre, par exemple, a un peu lâché prise pour ce qui est du Ghana depuis 1957 quand même, avec l'indépendance au Kwame Nkrumah. La Côte d'Ivoire, on a cette impression-là, du moins avec tout ce qui est des pays anglophones ou bien des autres langues, que la mainmise qui était avant celle de la tutelle coloniale a été un peu relaxée, mais la France n'a pas compris qu'il fallait passer à autre chose. C'est l'impression que ça donne. C'est dans ce sens que beaucoup de jeunes Africains qui, de plus en plus, peuvent indexer l'ancien colon comme étant celui-là qui est à l'origine de tous ces malheurs, est donc obligé de se tourner vers la France, puisqu'on se dit la France est encore là. Si on peut observer des bases militaires encore un peu de partout en Afrique, des bases militaires françaises, j'entends par là, on a cette impression ils ont dit qu'ils sont partis, mais ils ne sont pas vraiment partis, ils sont toujours là. Et il est donc normal parfois de comprendre que la jeunesse, qu'elle puisse être exaspérée
de penser que si l'avenir n'est pas rayonnant, c'est aussi parce qu'il y a cette même paternaliste qui insiste et le besoin donc est venu parfois de descendre dans les rues, malheureusement, et de crier son ras-le-bol face à une situation. Cette situation peut être celle d'une France qu'on estime être toujours à la manœuvre, être toujours à la baguette quand malheureusement nos présidents sont là. On sait qu'ils sont démocratiquement élus. J'ai encore une autre question pour toi, parce que là, nous sommes au Niger, il n'y a pas que la France, il n'y a pas que des bases militaires françaises. Je pense qu'il y a 1000 militaires américains sur le sol nigérien. Je me pose bien la question de savoir pourquoi s'insurger juste contre la France, alors que les États-Unis aussi ont des bases militaires bien assez solides, toujours au Niger. Ce serait une erreur de penser que les jeunes s'insurgent contre la France seulement. Ce serait une erreur. Pour le cas précis du Niger... Parce que le drapeau français est déchiré de partout. Hein. Oui, bon, c'est généralement quand on se plaint à la maison, quand on va dire à l'enfant qui est-ce qui t'a battu, on sait que c'est maman, mais il faut bien qu'on pointe quelqu'un. Alors, ce n'est pas seulement le simple fait de la France s'il y a certains problèmes. Ça peut être des différents aussi. Mais seulement, c'est cette impression que l'on a que la France persiste et est toujours là. C'est cette impression qui fait que malheureusement, elle soit la nation qui sera la première à être pointée du doigt. Alors, pour le cas précis du Niger, comme je le disais tantôt, Anthony Blinken, qui est quand même l'un des représentants de l'Amérique, a été parmi les premiers à réagir pour dire que le coup d'État n'était pas bon. Je ne dis pas que le coup d'État est bon, je ne ferai jamais l'apologie d'un coup d'État d'ailleurs, ou d'un coup de force qui remet en mal des institutions qui ont été démocratiquement élues. Alors, Anthony Blinken est américain et c'est lui qui va dire parmi les premiers au nom du gouvernement américain que parce que les intérêts américains sont menacés au Niger. Ce n'est pas que les intérêts américains, il y a aussi les intérêts français. Quand on parle de géopolitique, il ne faut pas voir uniquement, il y a des gens qui ont dit il y a l'uranium qui est exploité par la France, ce qui fait que arrive à avoir beaucoup de... Il y a l'énergie en France, mais il n'y a pas l'énergie au Niger. Ce n'est pas que ça qu'il faut voir. Il y a par exemple, géostratégiquement, la France est bien menacée quand on parle du Niger. Comment ? Quand il y a la France qui a quand même un peu plus de 1500 soldats quand même sur le sol nigérien, qui a sa base là-bas, aussi les Américains, c'est parce que en quittant, on se rappelle, il y a AQMI encore, les forces, les djihadistes qui étaient généralement dans la bande du Sahel. Généralement, toute cette bande-là, on a besoin de les combattre avant qu'ils ne fassent des coups sur les intérêts américains, que ce soit un peu de partout dans le monde. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La France et la plupart des grandes puissances ont besoin d'avoir ces bases-là pour pouvoir assurer leur sécurité. Seulement, je me demande bien, est-ce qu'avec le cas actuel du Niger, est-ce que la France se sent menacée? Si oui, elle se sent menacée, à quel niveau? C'est ça que moi, j'aimerais connaître. Menacée peut-être parce que le sous-sol qui lui fournissait quelque chose va être freiné. Il y a quelques années encore, le président... Je vais l'appeler le président nigérien, le président Bazoum qui a été arrêté par les putschistes. Il y a quelques années encore, il déclarait sur des chaînes internationales qu'il y a quand même, il insistait, il y a seulement 2000 tonnes d'uranium nigérien qui arrivent à la France et que la France peut parfaitement se passer de cet uranium-là. Bon, ça c'est la version officielle. Si ce n'est que 2000 tonnes et que la France peut se passer de cet uranium, pourquoi est-ce que la France ont été les oui. Pourquoi est-ce qu'elle insiste justement? Pourquoi avoir cette envie de rester si c'est que le peuple? Parce que là maintenant c'est le peuple. Ce n'est plus le simple fait des putschistes. C'est le peuple qui se rallie à ces soldats qui ont fait ce coup de force pour dire nous ne voulons plus de vous, France. Nous ne voulons plus de vous, les Occidentaux, puisqu'on estime que vous exploitez et nous on ne voit pas les retombées. Alors c'est logique d'après le peuple que la France, qui est la première figure qui est pointée ici, que ce soit la France qui soit celle qui va subir le plus, c'est-à-dire on pourrait même arriver à voir des intérêts français menacés, c'est-à-dire voir peut-être des stations de pétrole qui appartiennent à la France qui sont brûlées, voir peut-être des immeubles, des hôtels qui sont celui des particuliers français ou bien de l'État français être brûlés. On pourrait en arriver là. On souhaite que ce ne soit pas le cas en tout cas, mais toujours est-il que le peuple nigérien crie son ras-le-bol et c'est l'Afrique qui devrait peut-être écouter.
Mais est-ce que ces cris sont-ils légitimes si on sait que le général Tiani, qui est à l'origine de ce putsch au Niger, a été je pense qu'il a été entre guillemets, de la garde présidentielle, dont il était déjà membre du gouvernement. Hein? Il était déjà membre du gouvernement. Est-ce qu'un ancien membre du gouvernement, un ancien membre du régime, est-ce qu'on peut faire confiance à un ancien membre du régime? C'est un peu la question. Elle est posée à celle qui veut la prendre. Hein. Est-ce que, je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Vous êtes dans une maison, il y a un boss, il y a son adjoint, son collaborateur plus proche. Lui, il organise un putsch alors qu'il fait partie de la grande maison. Il est trop près du boss. Comment est-ce qu'est-ce qui explique cette ruée, cette confiance que la population accorde au général Tiani alors il était le responsable de la garde présidentielle, c'est-à-dire responsable de l'ancien régime? Parce que dans les pays pareils, je ne sais pas si on peut dissocier la politique à l'armée. Hein. En ce qui me concerne, observant la situation, l'échiquier de loin, ouais. On dit c'est pas une chose aussi mauvaise que ça en soi. Oui. Parce que, comme je ne vais pas revenir sur les propos de CW, en disant que c'est juste une manifestation d'un certain ras-de-bol. Oui. Et il fallait bien que une initiative soit faite par rapport. Donc, le fait que le putschiste en chef du coup d'État soit un membre rapproché de la garde présidentielle, c'est pas plus mal que ça. Parce qu'on se dit, voilà, c'est quelqu'un qui connaît déjà les rouages du pouvoir. Et si il essaye de faire quelque chose, il a déjà montré la route du coup d'État à la population. Donc, un jour ou l'autre, on pourra le renverser. Et c'est pas plus mauvais que ça aussi dans la possibilité, en envisageant le fait qu'il connaît les failles du pouvoir. Donc, il connaît ce qui n'a pas marché. Il croit connaître, parce que je ne connais pas son fond intérieur, il croit connaître ce qui est bien pour le pays. Donc, vraiment, c'est pas plus mauvais que ça. Comme CW pouvait le dire encore, vraiment, là, c'est pas qu'un cri d'un pays, mais c'est le cri de toute l'Afrique qui veut se séparer des mainmises parce que ça fait déjà trop longtemps. Et je crois qu'on a vu ça déjà au Mali. C'est une continuité et je ne pense pas que ce sera le dernier pays d'Afrique qui en viendra jusqu'à ses fins. Parce que je crois que l'enfant a grandi. Il est temps que l'enfant fasse ses preuves. À un moment, dans la culture bantou, c'est comme ça. Les parents vont rester garder l'enfant, entre parenthèses, quand on parle des pays qui ont la main mise sur l'Afrique, la main voilée. Un gant de fer dans une main de fer dans un gant en velours. En t'entendre parler, on a l'impression que pour toi, c'est en quelque sorte le début de la fin du paternalisme. Là, mais je vais poser une question. Quelle est votre réaction face aux agissements et aux décisions de la CEDEAO? Parce qu'il y a des pays qui ont des pays, je ne sais pas comment, je sais pas, des pays comme le Sénégal, le Bénin, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, qui ont pris des résolutions croustillantes face à ce conflit. Que pensez-vous de cela? Déjà, je veux dire que, excuse-moi, CW. Non, pas de souci, aucun souci, je suis en attente. Ok. Déjà, la politique n'est pas un terrain aussi neutre que ça. Déjà, il faudrait le préciser. Malgré le fait que chaque pays, bon, quand je dis chaque pays, ce sont des individus, des présidents qui ont donné le mot pour leur pays. N'empêche que ce sont des individus. Et entre parenthèses, on sait qu'il y a forcément un intérêt, que ce soit un intérêt pour eux en tant que personne ou bien pour eux en tant qu'État. Il faudrait le dire. C'est ça la vie. Ce que j'ai à dire, c'est que ce que la CEDEAO a fait, c'est une décision raisonnable, on doit le dire, eux en tant que structure. Mais moi, ce n'est pas la décision que j'aurais prise. Ils le font parce que d'une certaine manière, cette situation les met en danger. Au cas où le coup d'État persiste. Et vu l'incapacité, par exemple, ça c'est un exemple de la CEDEAO à résoudre ce problème, c'est qui peut arriver. Mais qu'est-ce qui explique le fait que le président Macky Sall est
pour la paix en Ukraine, mais pour la guerre pour son frère nigérien. Comment ça? J'en viens. C'est d'où je pouvais dire, en dehors du fait qu'ils se sont positionnés comme chefs d'État et donné le mot pour leur pays, il ne faut pas oublier que ce sont des individus. Et nous ne connaissons pas assez les coulisses du pouvoir. Donc, on ne sait pas qui parle à un certain moment. Est-ce que c'est l'individu? Voilà, exactement. Est-ce que c'est lui l'individu ou bien c'est le président ou bien c'est la nation qui parle? Parce qu'il faudrait souligner ces aspects-là. Et pour continuer dans la même lancée où j'étais, je peux encore dire que la CEDEAO est vraiment dans une position très fragile. Parce que si elle n'a pas trouvé la solution au conflit, elle peut être dissoute. Et cette histoire sera confiée, cette situation sera confiée aux mains de l'ONU. Oui. Donc, voilà un peu ce qui, pour moi, pousse la CEDEAO en tant qu'institution à prendre des mesures telles que la force d'attente. Mais d'une part encore, je peux encore décrier ce choix parce qu'au-delà des choses administratives que l'on doit faire pour, je vais dire comment, pour l'honorabilité, par exemple, d'une structure, il ne faudrait pas oublier que c'est un cri que l'Afrique est en train de lancer. Et nous sommes tous africains. On connaît les maux qui minent notre continent. On connaît les mots qui minent nos pays. Et il faut parfois prendre la position en tant que des dirigeants qui veulent le bien de leur population. Moi, au travers de CTA, je me suis posé une seule question. À quel moment est-ce que le peuple a cessé d'être souverain? Ne sommes-nous plus dans la démocratie? Je me suis posé la question parce que c'est un peuple qui crie. On dit souvent que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Oui. Mais puisque le peuple crie, pourquoi vouloir encore mettre le président qui sont en train de refuser à la tête d'un pays? Pourquoi tout faire pour qu'il retrouve sa place de président quand la population crie, quand le peuple crie? Le peuple n'est-il plus souverain? Ce sont les questions qu'il faudrait se poser. Et je crois que ce sont les questions que la CEDEAO, l'ONU, toutes les personnes impliquées de près ou de loin, les organisations internationales devraient se poser. Oui, merci pour ta contribution. Merci d'avoir apporté de la lumière. Mais là, je voudrais aussi écouter les arguments de CW au sujet des décisions que la CEDEAO impose au Niger. Alors, la CEDEAO n'impose pas déjà, mais elle est en train de vouloir que ces décisions passent. Je vais juste réagir en commençant par la fin de ce que AC disait déjà. Elle a dit quelque chose de très important. Oui. Et il y a une sorte de proverbe moderne qui dit quand un occidental commence à se plaindre du fait qu'un dirigeant africain veut quitter, il faut faire attention. Il faut se poser la question, qui est-ce que ce dirigeant-là servait? Est-ce que s'il servait vraiment les intérêts de son peuple et non pas ces gens? Est-ce que ces mêmes personnes-là seraient d'accord avec lui? C'est-à-dire, si vous voyez que quelqu'un est tombé et que subitement, on commence à vouloir trop le soulever, il faut se poser les bonnes questions, c'est pourquoi est-ce que vous insistez pour qu'il revienne? Est-ce que c'est parce qu'il servait vos intérêts ou bien parce qu'il servait celui de son peuple? Une fois que j'ai dit ceci, je peux maintenant répondre à la bonne question que vous avez posée parce que je trouve cette question-là très intéressante. Pourquoi est-ce que la CEDEAO, du haut de tous ces États, a décidé et comme ça? Pour le signaler d'abord, la CEDEAO, c'est d'abord l'un des organes qui est censé réguler la paix dans la région Afrique de l'Ouest. Oui. Vous ne pouvez pas être une entité qui est censée réguler d'abord les conflits, une entité qui est censée résoudre les conflits pacifiquement, il faut insister, parce que le but est d'abord d'empêcher que les conflits arrivent. L'un des anciens premiers ministres guinéens disait par rapport au conflit actuel au Niger que le but de la CEDEAO, est-ce que c'est vraiment un but qui est clair? Comment ne pas essayer plutôt d'abord, comme le dit la plupart des résolutions et de l'ONU et de l'Union africaine et même de cette propre CEDEAO, essayer d'abord la voie de la paix avant d'envisager la voie de la violence. Comment est-ce que en une semaine, vous avez donné l'ultimatum à la junte qui est là
en disant, si jusqu'à dimanche, c'était dimanche passé encore, ça fait une semaine déjà, si jusqu'à dimanche, vous n'avez pas réagi, la possibilité que l'on emploie la force n'est pas exclue. C'est quand même grave. C'est très grave même pour le noter. Très grave parce que la logique aurait voulu que, comme on le fait en Afrique, quand il y a un problème, on s'assoit en bas de l'arbre à palabres. On se dit, OK, notre frère a fauté, ou bien, puisque c'est déjà fait et que le président est renversé, puisque jusqu'à présent, le président Mohamed Bazoum est détenu par les soldats. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Quelle est la solution idoine pour qu'on n'en vienne pas à un bain de sang? Et d'ailleurs, est-il que la population nigérienne a adoubé la junte qui est là actuellement? Si c'est que la population l'a adoubé et que quelque part, vous vous sentez obligé, est-ce que vous allez tuer le peuple nigérien qui veut ceux qui sont là, qui ont renversé le président que lui-même, le peuple nigérien, a démocratiquement élu? On a vu des personnalités sorties pour dire non, on doit absolument agir. On a cette impression-là que les Occidentaux ont poussé quelque part la CEDEAO afin que, pour une fois, on ne dise pas « OK ». On a vu comment ça s'est passé en Libye. Les Occidentaux ont intervenu à travers la France et Sarkozy. Et ça a été un désastre. Jusqu'aujourd'hui, on a vu ce que la force a fait. On a essayé de faire déloger Kadhafi par la force. Jusqu'aujourd'hui, la Libye est toujours en éternelle reconstruction et on ne peut pas dire que c'est un pays normalement jusqu'aujourd'hui pour le simple fait que on a voulu prendre la force. Alors, en se basant sur l'exemple libyen, est-ce qu'on a vraiment besoin d'utiliser encore la force pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest? Juste pour rappel, le Nigeria, qui est l'un des pays pourvoyeurs de la grande partie des soldats de la CEDEAO, risque de ne pas prendre parti finalement. Pourquoi? Parce que le Sénat nigérian, a dit à près de 90% non, on ne veut pas une intervention de notre armée là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils sont engagés eux-mêmes déjà sur plusieurs fronts. Boko Haram, c'est toujours eux. Essayer déjà de réguler la paix dans le pays même, c'est toujours eux. Est-ce qu'on va laisser notre propre pays pour aller gérer le problème des Nigériens? Non, je ne pense pas. Même la population nigériane, quand on fait du micro-trottoir et qu'on suit les informations, généralement, ils ne sont pas pour. Maintenant, plus loin, il y a le Mali, il y a le Burkina Faso, les deux pays qui sont eux aussi dirigés par des juntes. Ils ont dit clairement, si jamais la CEDEAO s'organise et attaque le Niger, il n'y a pas de 36 solutions. Ils vont se ranger unilatéralement derrière le Niger. Est-ce qu'on est prêt en quittant la CEDEAO? Oui, justement, est-ce qu'on est prêt à embraser toute la région juste parce qu'on veut sauver le soldat Mohamed Bazoum? Je ne sais pas à qui est-ce que le crime va profiter parce qu'il y a forcément du sang qui va couler. Mais il faut rappeler aussi quelque part que ce ne sera pas la première fois que la CEDEAO essaye d'organiser, je vais dire de cette manière-là, d'intervenir par la force. Seulement, les cas étaient différents. Parce que la dernière fois, c'était en 2017 et c'était en Guinée-Bissau. Mais cette fois-là, c'était différent parce que le président de l'époque, l'ancien dictateur Yaya Jammeh, avait organisé des élections en Guinée-Bissau et il a perdu les élections, mais il a refusé de quitter le pouvoir. Bon, cette fois-là, la CEDEAO a intervenu pour pouvoir le déloger. Je crois qu'il y a eu 2 cas comme ça dans l'histoire où la CEDEAO a intervenu de manière violente, mais c'était des cas un peu différents. Ce n'est pas comme si c'est le peuple qui est en train de vouloir que cette intervention ait lieu. Ce n'est pas comme, bon, qui est-ce qu'on peut délivrer? C'est le peuple nigérien qui ne se plaint pas que l'on peut libérer quand on va faire une intervention à la CEDEAO. On va dire que tout reste encore flou parce que le dessin même de la CEDEAO en ce moment-là reste flou, mais de ce qui est en train de se dessiner de plus en plus, on a l'impression que soit on va s'inscrire dans la rupture complètement comme le peuple nigérien le veut, et avec ce qui a été fait hier déjà, parce que les militaires qui sont au pouvoir ont mis un peu la communauté internationale devant le fait accompli. Ils ont mis sur pied déjà une sorte de commission de transition. Et avec cette commission de transition, il y aura forcément un premier ministre, il y aura un gouvernement. Et quand le gouvernement sort déjà, soit vous négociez avec le gouvernement qui va être mis sur pied par les militaires, soit on sait qu'on est face à des militaires qui n'ont pratiquement rien à perdre. Ils sont prêts à se sacrifier s'ils sont arrivés jusqu'où ils en sont. Alors,
c'est mieux, comme le disent la plupart des sages africains, d'opter pour la voie de la négociation et de voir comment est-ce que les deux parties, ou bien les trois parties, puisqu'il y a les Occidentaux, ou bien la CEDEAO par là, il y a les militaires et enfin il y a le camp Bazoum. Il faut essayer de mettre tous ces, de s'asseoir et de voir qu'est-ce qui arrange qui et de faire des conciliations. Merci, merci CW pour ton brillant exposé. Et là, actuellement, nous allons parler d'Emmanuel Macron. On dit, je sais pas, d'Emmanuel Macron, oui. En fait, de tous les présidents français, c'est lui qui semble le plus détesté. Pourtant, c'est lui qui a évoqué quand même les sujets comme la politique du franc CFA. Il a évoqué ces sujets sur la table. Il parle de la restitution des œuvres d'art à l'Afrique. Il parle d'augmenter il a augmenté aussi le montant de l'aide, mais il semble le plus détesté. Pourtant, c'est lui qui est ouvert aux conversations. C'est lui qui semble le plus accessible parmi tous les présidents français que j'ai connus. Je le trouve, bref, c'est un peu ce que j'ai pu retenir sur lui, mais il reste toujours le plus détesté. Quelles sont les raisons qui motivent cette haine vis-à-vis de ce président français? Je vais prendre la parole parce que cette question m'intéresse beaucoup. Moi, je crois que si vraiment je dois parler franchement avec ce qui est dans mon cœur, je dirais que par le président Macron, la France nous a vraiment montré qu'elle est un bourreau pour l'Afrique. Parce que ce qui s'est passé auparavant, c'est que la France avait plutôt une politique assez voilée, oui, par rapport à ses aspirations pour l'Afrique. Mais il ne faut pas encore oublier que l'Afrique est un continent bourré d'intellectuels. Oui. Et à un moment, on sait ce qu'ils sont en train de nous faire, mais le montrer de manière aussi flagrante par des gestes faits comme ceux faits par le président Macron était beaucoup trop insultant, il faudrait le dire. Donc, tu parles de condescendance. Exactement, exactement. S'il faudrait peut-être parler de l'aide que la France, en fait, le budget d'aide que la France a augmenté vis-à-vis de l'Afrique, c'est une grosse insulte. C'est dit, c'est comme nous dire que voilà, vous êtes des bons à rien, on va continuer à vous soutenir. Et pourtant, nous sommes pleinement dans une phase où l'Afrique est en train de prendre conscience de la valeur qu'elle a aux yeux du monde, de la valeur qu'elle a pour ces pays qui ont encore cette main mise, entre parenthèses, on doit le dire, sur l'Afrique. Et dit que voilà, vous nous octroyez une aide. Par exemple, si on prend le cas du chocolat. Ouais. Les pays étrangers nous vendent le chocolat et pourtant nous sommes les producteurs principaux de la matière première. Oui, ça fait mal. Ça fait mal. Et vous ne pouvez pas dire que vous nous octroyez une aide qui n'aide pas en réalité. Parce que si c'était réellement de l'aide, ça allait nous aider. Nous devions nous développer. Et parfois, on met cela sous le dos de la mauvaise gouvernance. À un moment, ce n'est pas forcément la mauvaise gouvernance. C'est qu'ils font tout pour avoir de l'emprise sur nous, pour nous maintenir captifs. Et pourtant, ce n'est pas ça qu'on cherche. L'aide, si l'aide n'aide pas, ça ne sert à rien. Et je crois que dans le discours dans le dialogue France-Afrique, il y a une panéliste sénégalaise ou béninoise, je crois, qui a soulevé cet aspect-là. À un moment, c'est de la moquerie. Et c'est ça qui révolte aujourd'hui davantage le peuple africain. Prenons par exemple la situation que nous avons sur la main, le cas du Niger, qui produit l'uranium. C'est vrai dans ces statistiques, la France dit que elle n'a pas plus de valeur ajoutée que ça sur leur production au cours d'une année. Mais après, on sait que ce sont des gros mensonges. On a vu des reportages sur l'uranium qui est extrait dans les zones appropriées au Niger. Ce sont des zones où les populations sont malades, où même il y a eu un des travailleurs français qui a parlé sous anonymat et qui a même livré à la presse des preuves montrant à peu près la quantité d'uranium qui pouvait extraire en un jour sur le sol du Niger.
Ouais. Et dire même encore que les populations qui sont dans cette zone sont des populations à risque. Elles sont trop exposées à la radioactivité, ce qui les rend pour la plupart malades. À un moment, vraiment, c'est que toutes les actions du président Macron, c'est de la moquerie. Excusez-moi d'être aussi longue, mais on peut encore prendre le cas du dialogue au sujet des forêts du bassin du Congo. Mais la France n'a pas de végétation, sachant que le bassin du Congo, c'est ce bassin-là qui est le deuxième poumon du monde après l'Amazonie. Vraiment. C'était vraiment de la moquerie. Je ne veux pas me moquer d'un président, mais c'était vraiment de la condescendance par rapport à l'Afrique. Vraiment, arrêtons un peu de nous leurrer. Moi, s'il faudrait m'inscrire, moi, je vais m'inscrire dans le camp de ceux qui sont en train de défendre l'Afrique pour elle-même et pour elle seule. Il faudra après, à un moment, il faut laisser l'aide pour que nous puissions voler de nos propres ailes. On va travailler et on va arriver à l'émergence que nous souhaitons. Nous devons arriver à un moment où tous les pays sont sur une même table, au même niveau, où il n'y a pas un pays plus grand que l'autre, mais que nous soyons des pays qui se soutiennent les uns les autres, et non un pays ou bien un continent qui écrase l'autre. Ça, c'est pas bon. Donc, voilà. Oh, merci assez. Et là, et pour toi, CW, pourquoi tu trouves, est-ce que pour toi, Emmanuel Macron est le président le plus détesté? Bon, je ne sais pas si là, il faudrait parler de Emmanuel Macron en France ou bien l'Emmanuel Macron qui est plutôt celui de l'Africain. Sinon, dis simplement que, comme assez vient de le dire, c'est très important. L'Afrique n'a vraiment pas besoin de tout ce qu'il nous offre en termes de dons. On n'a pas besoin des dons pour s'en sortir. Honnêtement, le seul truc dont l'Afrique a besoin pour se développer et pour pouvoir vivre, c'est les gens. Elle n'a pas besoin qu'on lui apprenne à marcher. Elle a juste besoin qu'elle marche, mais que quand elle essaye de marcher, qu'on ne l'empêche pas de marcher. Ceux qui ont les oreilles auront compris par là que si jamais il y a une initiative africaine qui est bénéfique pour l'Afrique, la logique voudrait que tous les impérialistes, laissez-nous simplement en tant qu'Africains que l'on avance seul. En avançant, on est sûr d'arriver. Peut-être on ne va pas arriver où il faut, mais on aura fait le pas. Oh, ça ne nous profite à rien d'avoir toujours des aides qui viennent de l'extérieur. C'est un peu comme on dit, il faut apprendre à un enfant à pêcher plutôt que de lui donner à manger. S'il a du poisson tous les jours, il ne saura jamais comment pêcher. Et je pense que une fois que l'Africain a compris ce paramètre et qu'il a besoin de penser son développement par lui-même, ça peut déranger. Ça peut déranger certaines personnes qui ont des intérêts. Maintenant, pour revenir au cas de Macron, sans te couper, pour revenir vraiment au cas de Macron, il représente comme je l'ai dit, il représente toujours cette figure paternaliste que personne n'aime. Personne n'est content d'avoir son père toujours sur le dos, d'avoir cette impression qu'il n'a jamais grandi. Et c'est justement parce qu'on a cette impression que le papa est toujours sur le dos qu'on aura tendance à se révolter contre lui. S'il nous lâche du lest et qu'on a vraiment l'occasion de penser tout par nous-mêmes, d'avancer de notre propre chef, ben, je ne dis pas, on disait souvent à l'école, il y a la décolonisation, mais il y a maintenant la néocolonisation. Peut-être en ayant vraiment la vraie décolonisation, cette fois-là, on saura que l'Africain est en train d'avancer. Ok, merci. Merci. Macron reste toujours celui qui, bon, c'est ce que je retiens, celui qui regarde toujours l'Afrique avec condescendance et qui traite l'Afrique avec beaucoup de condescendance, bon, c'est le mot que je vais utiliser, hein, mais là, une question me turlupine un peu l'esprit. Pourquoi les Africains préfèrent la Russie de Poutine qu'à la France alors qu'elle sait pertinemment que la Russie est très et extrêmement raciste? Qu'est-ce qui motive je sais pas, je vais dire, ce choix, voilà, ce choix. Qu'est-ce qui motive ce choix? Parce que la Russie, elle est raciste, hein? On peut compter le nombre de Noirs qui s'en sortent et qui vivent bien dans leur pays. Mais ici, en Afrique, ils sont appelés, ils sont adulés, ils sont sollicités, ils sont acclamés, ils sont demandés de partout. Pouvez-vous me dire ce qui motive ce choix, à votre avis? Pour ma part, en attendant que AC prenne la parole, peut-être vu que je l'avais déjà, je pense que
le choix de la Russie n'est pas forcément un choix anodin. Ouais. C'est que tous les pays vont forcément aimer la Russie. On a cette manière historique, si on rentre dans l'histoire, on se rendra compte que la Russie est l'un des pays qui n'a pas le plus participé à la colonisation. Oui, du fait Et de la c'est un peu Deuxième comme Guerre mondiale. pour faire la figure la plus simple pour expliquer la présence, pourquoi la Russie semble apprécier plus que les autres pays, c'est pour la simple raison. C'est un peu comme un enfant quand il se fait battre. Si jamais, j'utilise peut-être le mauvais exemple, mais un enfant qui a été battu par sa mère, battu par son père, si jamais il y a sa tante qui arrive et qu'il doit se réfugier dans les bras de quelqu'un, ce ne sera pas dans les bras de sa mère qui vient de le battre. La mère peut être son pays, ça ne sera pas dans le bras de son père. Son père qui peut être représenté ici comme étant l'ancienne puissance colonisatrice, mais ce sera dans le bras de la tante, qui est un peu comme la Russie, parce qu'on ne connaît pas encore jusqu'où la tante peut aller. On ne sait pas si la tante va embrasser ou bien elle va plutôt dire, OK, comme tu as mal fait, je vais te taper un peu plus. Une manière de dire que la Russie vient un peu comme l'ami qu'on ne connaît pas. C'est un peu comme si j'ai été déçu par mon père, j'ai été déçu par mes proches et j'ai une autre personne qui me tend les bras. Je lui donne cette chance de pouvoir montrer si oui ou non. Et aussi, la Russie, pour être plus clair encore, la Russie a cette manie-là de venir au moment où on a l'impression que la France, les États-Unis ont échoué. Jusqu'à récemment encore, le Burkina Faso, après un peu plus de 63 ans de présence française, était dans la logique de la France qui ne nous a rien apporté en 63 ans. Ce n'est pas à la 64e année qu'elle va apporter quelque chose. Elle peut s'en aller, ça ne nous dérangera en rien. Pareil pour le Mali. Et quelque part, la plupart des pays qui ont eu cette ascendance francophone-là ont une tendance à croire que si jamais on a la Russie qui vient, on a plus de chances. Déjà, la ministre Wagner qui défend un peu de par tous les gouvernements africains qui veulent bien, on a l'impression que cette ministre a fait un meilleur travail que la présence française. Il y a quand même des bases françaises un peu de partout en Afrique, mais ça n'a pour autant jamais arrêté le fléau du djihadisme qui était pourtant ce qu'ils disent. On a vu la force Barkhane dire au Mali, oui, on va arrêter avec les djihadistes, mais AQMI n'a jamais cessé. Or, dès que Barkhane est parti du Mali et que les Maliens ont pris leur défense eux-mêmes, je pense que le chiffre qui était donné en une semaine seulement de battus par les soldats maliens était un peu plus de 200 djihadistes qui ont été tués. C'est déjà à féliciter. C'est l'Afrique qui se bat elle-même. Maintenant, plus proche de nous, il y a la République centrafricaine encore, avec le président Archange Touadéra, qui a voulu clairement que ce soit Wagner qui soit ceux qui vont le défendre. Bon, maintenant, Wagner, c'est juste une force de la Russie, mais est-ce que c'est le gouvernement russe? Là, il y a encore une autre question. On a vu récemment quand il y a eu cette petite tension entre Poutine et Prigozhin, honnêtement, ça disait tout. Si le boss de Wagner décide un jour tout simplement de se retirer de l'Afrique, qu'est-ce qui se passe après? Il y a des questions qui vont se poser autour de Wagner, mais toujours est-il que la Russie, comme je l'ai dit, c'est un peu comme cette tante qui revient quand on a été courroucé par papa et courroucé par maman et on a envie de se réfugier dans ses bras. C'est aussi un saut dans l'inconnu parce que rien ne dit, il faut bien le préciser, rien ne dit que la présence russe va être différente de celle de ceux qui étaient là-bas. Toujours il y a forcément des contreparties. C'est ces contreparties qu'on ne connaît pas encore, mais qui peuvent être mieux négociées que ce qui a été fait avant par le colon. Voilà, nous allons vite terminer notre podcast par le dernier sujet, celui du combat qui opposera Tyson Fury et notre gagnant national le 28 octobre prochain. Qu'est-ce que ce combat présage pour vous? Parce que nous sommes déjà à la fin. C'est un sujet qui va conclure notre émission. La parole est donnée à celle qui veut la prendre. C'est
AC, qu'est-ce que tu as à dire sur Tyson Fury, sur ce combat qui fait couler beaucoup d'encre et de salive dans les réseaux sociaux? Il y a un gars nous dernièrement qui est allé dans son village, qui a pris une photo auprès d'une maman mature avec un coq. Le gars a commencé à se préparer spirituellement. Ça fait parler les blogueurs français, ça fait parler Facebook et tout et tout. Est-ce que au regard comment on appelle souvent ça en français facile, au regard de toutes les médailles, de tout ce que Tyson Fury pardon, représente, est-ce que Ngannou peut faire le poids devant Tyson Fury le 28? Est-ce que vous pensez que notre lion indomptable il peut remporter ce combat? Je vais d'abord crier comme une patriote. Après, il ne faut pas oublier que nous sommes patriotes. Donc, d'abord. Tu fais d'abord la gueule avant que. Tu fais d'abord la gueule avant qu'on te tape. Oui, non. Il faut pas d'abord penser. Il faut pas d'abord penser à ça. Il faut pas d'abord penser à taper. Ça peut arriver. Ça peut arriver, mais ne prononçons pas d'abord le mot taper. Tu vois, le gars, il est déjà parti à l'ouest. Il s'est fait blinder. Cette photo a été faite à dessein, hein, c'est la communication. Le gars s'est fait blinder. Il a eu la bénédiction des crânes, la bénédiction des ancêtres, les animaux, c'est-à-dire les animaux ancestraux, hein, c'est-à-dire il a toutes les bénédictions, il a toutes les chances spirituellement parlant d'abord, avant d'entamer le physique, il a toutes les chances de remporter. Pour moi, c'est ça. Je n'ai pas le droit de donner mon avis, mais ici, sur ce combat, j'ai le droit de donner mon avis. Mais là, je vous pose la question déjà, mais j'interdis déjà à AC de dire qu'avant qu'on ne me... Parce que je ne voudrais pas que ça existe. Il faut déjà qu'on soit très, très, très optimiste parce qu'on n'est pas en train de... Tyson Fury, c'est pas comme si notre Ngannou national était en train de combattre contre le diable. C'est quand même contre un être humain. Tout est possible. Hein? Mais il ne faudrait pas oublier que c'est une science inexacte. Oui. Il faudra le dire. Et après tout, si on veut revenir sur la photo qui a été présentée sur les réseaux sociaux, ça, c'est ce qu'on voit, hein? Parce qu'on ne sait pas ce que son adversaire de son côté prépare aussi d'un point de vue spirituel. Donc, il y a ça. Mais sinon, c'est un combat entre je vais dire comment, deux légendes. Deux têtes dures du MMA. De la boxe. Oui. Et je crois que ça promet beaucoup de belles surprises, beaucoup de rebondissements également. Mais après tout, il ne faut pas oublier que si Ngannou est arrivé champion du monde, ça veut dire qu'il a quelque chose dans le ventre. Oui. Et son adversaire n'est pas non plus quelqu'un à négliger. Donc, d'un point de vue objectif, les pronostics sont plutôt en faveur de Ngannou. C'est vrai, je ne m'y connais pas très bien dans la boxe, mais déjà d'un point de vue de poids, non, c'est de comparer le poids. Ngannou est à 117 kilos et son adversaire est à 122. Et d'un point de vue, on a quand même tous fréquenté, il faudrait le dire. On a un peu la poussée d'Archimède, les Newton et tout. Et c'est prouvé que plus tu es léger, plus tu te déplaces plus facilement. Donc, ce point de vue-là, c'est déjà un atout pour Ngannou. C'est vrai que sur un point de vue de taille, Ngannou perd également des points parce qu'il a 1,93 m. Par contre, son adversaire est à 2 mètres et quelques. Donc, c'est déjà quand même un désavantage. Mais il faudrait dire que quelqu'un qui est court a moins de chances de tomber que celui qui est très géant. Donc, il faudrait vraiment le dire. C'est comme si c'est le Cameroun qui gagne. En attendant le 28 octobre. Sinon, les dés sont jetés. On voit la suite. Alors, CW. Alors, simplement dire que je ne suis pas aussi enthousiaste que vous, malheureusement, parce qu'il faudrait bien comprendre, dans chaque combat, il y a des enjeux.
Là, je crois, AC a donné vraiment tout ce qu'il faut au niveau de la taille, du poids. Bon, techniquement, de la longe. La longe de Ngannou est plus petite que celle de Tyson Fury. Mais c'est plus, ce n'est pas un combat où il faut s'attendre à un gagnant forcément dans le sens où il y aura KO, quelqu'un va être sur le tapis. Non. Simplement, je vais vous dire pourquoi il n'y aura pas de chaos peut-être sur ce qui sera de ce combat. Ce n'est pas un combat où il n'y a pas de ceinture. Jusqu'à présent, pour toutes les infos qui ont été publiées par toutes les différentes structures, il n'y a pas de ceinture qui est mise en jeu, il n'y a pas de titre. C'est-à-dire, après le combat, on ne va pas dire Ngannou est champion du monde de boxe anglaise. Non. On ne va pas dire Tyson Fury. Non. C'est juste un match d'exhibition. C'est très important de le signaler. C'est-à-dire, c'est comme on dit match amical au football. C'est juste un match d'exhibition entre le champion du monde WBC de boxe anglaise et le champion du monde, l'ancien champion du monde UFC, Ngannou, qui est désormais à la PFL. Donc, c'est pour dire simplement, c'est deux champions du monde dans deux catégories différentes, deux disciplines différentes. L'un est champion du monde dans le MMA, le multi-martial art, l'un est champion du monde dans la boxe anglaise. Donc, c'est deux champions du monde dans deux catégories différentes qui décident de se mettre ensemble. Pour rappel, le combat a été négocié depuis avril 2022. Ngannou voulait ce combat et le combat, il le voulait pour la simple raison qu'une fois qu'il était champion du monde, avant son combat face à Cyril Gane, quand Ngannou est champion du monde, je pense qu'il avait gagné un peu moins de 20 millions de dollars, un peu moins de 10 millions de dollars même. Et il a eu beaucoup de soucis parce qu'il a voulu expliquer que ce n'est pas normal que lui, en tant que champion du monde, il ne gagne que ce montant-là avec son équipe. Alors qu'en boxe anglaise, juste à côté, un perdant peut réussir à avoir le double de ce que lui il a en tant que gagnant. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est-à-dire tu perds ton combat et tu réussis à avoir plus d'argent. Ngannou a essayé de causer avec le directeur de l'UFC, Dana White, pour essayer de lui dire il faut donner un peu plus d'argent quand même. Nous qui sommes les combattants, c'est nous qui faisons le show, c'est nous qui mettons la discipline en avant et c'est nous qui faisons entrer l'argent. La logique voudrait qu'on ait plus d'argent. En fait, que l'on soit mieux rémunéré. Et malgré toutes les négociations, il a refusé. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Ngannou va virer en PFL, qui est toujours une autre branche de MMA. Donc, de ce petit échange-là déjà, on comprend que Ngannou veut passer à autre chose. Il ne veut pas aller en boxe anglaise. Définitivement, c'est juste un match d'exhibition. Et ce match d'exhibition, donc, il y a quelque chose qui est important à signaler. Dans quelques semaines, juste après le match d'exhibition, il y aura un match entre le rival de Tyson de Ngannou, Tyson Fury. Il a un match aussi contre Usyk, si j'ai bonne mémoire. J'espère que je ne me massacre pas son nom. Donc, on a intérêt à ce que l'intégrité physique ne soit pas vraiment beaucoup touchée. On ne va pas laisser Ngannou aussi, je vais dire, mettre KO le champion du monde. Donc, je suis persuadé. Au pire des cas, c'est un match qui va avoir un dénouement au point. On va se compter le nombre de points et vous verrez, ce sera soit un match nul. Ngannou peut gagner, mais ce ne sera pas une victoire par KO. Moi, je reste Camerounais, je vais dire, OK, on souhaite qu'il gagne juste pour fermer la bouche à pas mal de personnes encore, surtout nos voisins, les Ivoiriens. Je salue tous les voisins ivoiriens qui sont sur le compte des 137 Story. Ils ne vont pas nous louper après ça, mais je dis, simplement, ce n'est pas un match où il faut s'attendre à beaucoup, si ce n'est que Ngannou va forcément gagner beaucoup d'argent après cela. Ok, d'accord. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Avant de terminer, nous allons passer au quiz. Je vais poser une question. Je suis sûre, moi je sais déjà qui va gagner, mais je vais poser une question et ce sera donc celui qui aura la bonne réponse sera le gagnant de ce quiz. Voilà, je vais poser une petite question. Attends. Qu'est-ce qu'on gagne? Est-ce que c'est nous qui répondons ou bien ce sont les abonnés d'abord? Non, ce ne sont pas les abonnés parce que là, nous sommes en train d'enregistrer. Les abonnés vont... les Ils vont abonnés écouter la réponse après, d'accord, c'est génial. Et tout. Bon, ce qu'on gagne, c'est peut-être un bonus du boss, on ne sait jamais. Le boss va peut-être nous rejoindre au prochain podcast. Et là, la question sera très bien destinée à lui et il pourra dire, parce qu'il a insisté à ce qu'on fasse un quiz ce soir, peut-être qu'il connaîtra la surprise lui-même de ce qu'il réserve à l'issue de
de ce jeu. Voilà, un petit jeu. Je sais déjà qui va gagner. Je me dis déjà qui va gagner. Mais bon, on ne sait jamais. Hein. Le caillou qui tue l'oiseau, on ne connaît jamais sa forme. Voilà, qui est l'auteur de l'ouvrage L'enfant de la révolte muette? Ça va, j'ai perdu. Bon, je vais donner 3 auteurs. Je vais Jacques Flaubert, Camille Kouatenga et Abel Jean Lambert. Je pars pour le deuxième nom, j'ai oublié. Le deuxième nom. Jacques Flaubert, Camille Kouatenga, et Sobajan Lambert. Camille Kouatenga. Je pars sur la même réponse que AC. Camille Kouatenga. Mais elle a prononcé au moins le nom que Camille Kouatenga, donc c'est elle qui gagne. je laisse gagner l'autre dame, mais c'est parce que je laisse la dame gagner parce qu'en fait... Mais CW, laisse tomber. C'est du gars. Non, attends, c'est important de ne pas laisser tomber. Je vais dire pourquoi je ne laisse pas tomber. Sur CW, je savais qu'avant que je ne dise... Je vais laisser gagner, c'est ce que je voulais faire comprendre. Je laisse gagner les dames. C'est ce que je voulais faire comprendre. Je suis gentleman, je vais laisser gagner. D'accord. Je voulais qu'elle gagne en fait, c'est ce que je dis. Ok. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Il était question de cette émission, de cet enregistrement de 236 stories. Aujourd'hui, nous avons parlé de culture. Nous avons parlé du Grand Prix Francophilie des médias 2023. Cet événement qui a été au sommet de la culture africaine tout le long du mois de juillet. La finale, c'était le 30 juillet 2023 à l'explanade du Palais de Congrès de Yaoundé. Voilà, nous avons aussi parlé de politique étrangère au sujet du putsch au Niger. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Vraiment, connectez-vous. Apprenez à mettre la connexion au moins de 1000 francs pour écouter nos podcasts. Connectez-vous sur TikTok, connectez-vous sur YouTube. Allez sur notre site Internet, partagez, likez, commentez pour nous dire. Commentez aussi pour qu'il y ait une très bonne interaction entre vous et nous. Et nous avons parlé aussi de Ngannou, Tyson Fury. D'autres ont mis des organes, d'autres ont été réalistes. Et puis bon, on attend. Et le quiz a été gagné par AC, la mignonne AC, la nouvelle panéliste de 237 stories. Sur ce, je vous souhaite un agréable week-end et à la semaine prochaine. Au revoir. Même heure, même fréquence. Et en enregistrement. Hein. Bon, les gars, comme vous le savez très bien, je vous l'ai dit aujourd'hui, avant de couper cet enregistrement, il faudrait que les internautes sachent que c'est la première fois que je fasse enregistrer moi-même. Donc, au revoir, gros bisous, j'espère que ça va s'arrêter tout de suite après. Au revoir. Au revoir. Bye bye.